Pierre Grand-Dufay, vice-président de l'UPE 13. Tout ça, c'est pas passé inaperçu depuis pas mal de temps dans vos réflexions à l'UP autour de Jean-Luc Chauvin, et vous êtes dit on va essayer quand même de rendre tout ça un peu plus clair, un peu plus lisible, Pierre. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Évidemment, le constat de départ, c'est de dire l'UP doit développer son territoire, et pour développer le territoire, il faut développer les entreprises de ce territoire. Donc, il faut les faire grandir. Il y a sur ce territoire énormément d'entreprises performantes et énormément de chefs d'entreprise extrêmement performants. Elles existent et ils existent sur ce territoire. Il y a aussi beaucoup d'acteurs du financement. Il y a des fonds d'investissement, il y a des financiers de tous ordres. On ne va pas rentrer dans ce détail-là ce soir. Et le constat qu'on a fait, c'est que, un peu comme pour le marché du travail, dans lequel il y a énormément de demandeurs d'emploi et énormément d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter, eh bien, les entreprises qui ont un potentiel de croissance et les fonds d'investissement ne se rencontrent pas forcément. C'est ce qui a été dit, Franck l'a très bien expliqué. Le chef d'entreprise, sans son potentiel de croissance, n'a pas forcément connaissance de l'existence des moyens financiers qui sont à sa disposition pour lui permettre d'accéder à cette croissance et au développement de son entreprise, qui est une démarche naturelle pour toute entreprise de grandir. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez faire du réseau entre les business angels, les fonds d'investissement et les entrepreneurs? C'est quoi l'idée? Alors l'ambition de l'UP sur ce sujet, c'est de mettre en relation, c'est d'expliquer, de former, d'informer, de décoder le langage de l'investisseur pour le chef d'entreprise et vice-versa, d'assister l'entrepreneur à de la pédagogie en quelque sorte. C'est de la pédagogie, ça commence par là, et puis ça va aussi dans l'assistance à la réalisation d'un business plan qui met en valeur le format de l'entreprise. Le chef d'entreprise, il a une vision commerciale ou économique de son entreprise. Il n'a pas une vision financière. Il faut qu'on l'aide à la réaliser. Il faut qu'on lui prenne la main et qu'on la mette dans celle de l'investisseur qui, lui, n'est pas très dynamique pour aller chercher des... Il se plaint de ne pas avoir assez de dossiers, mais il n'est pas très dynamique pour aller les chercher. Tout ça, concrètement, vous allez nous faire des propositions quand, à peu près? Elles sont presque faites. Hein. Laissez-nous encore quelques semaines. Enfin, je vois que Jean-Luc me surveille de près. Laissez-nous quelques semaines et au plus tard, à la rentrée, tout sera monté. Hein. D'accord, et vous pourrez carrément faire la mise en réseau direct. Alors on va demander maintenant à Jean-Marie Suquet, le patron directeur régional d'Oseo, ce qu'il pense de tout ça, parce que finalement on vient de parler de votre métier, monsieur Suquet, de l'accompagnement financier des entreprises, que les milieux patronaux commencent à regarder ça d'un peu plus près, qui se disent oh finalement tout ça c'est une espèce de maquis, un peu... On a l'impression de revivre ce qu'on a vécu à un moment donné avec la création d'entreprises. Vous savez, il y avait énormément d'institutions, il y avait énormément d'associations, c'était pas très clair. Ils sont en train de vous dire un peu la même chose globalement. Les financiers, vous êtes un peu entre vous là. Il faudrait que vous commenciez à nous donner un peu plus les règles du jeu. C'est ça ou pas? Oui, écoutez, d'abord, vous me faites beaucoup d'honneur de me poser cette question sur les ambitions de l'union patronale. On est en période de bac, donc je vais oser une petite citation philosophique. Ne vous inquiétez pas, ça va être court. J'espère. Oui. Je crois que c'est Archimède qui a dit « Donnez-moi un point fixe et je soulèverai l'univers ». Nous, aux Oseo, on a un peu ce point fixe en toute modestie. Et c'est très intéressant pour nous d'être un peu des observateurs de cette volonté, parce que en réalité, des moyens de financement, il n'en manque pas. Toutes les initiatives, Franck Paoli les a rappelées. En fait, un bon projet trouve des financements. Je pense que ce qui est intéressant dans cette volonté de l'UP, c'est cet aspect accompagnement, accompagner et orienter. Voilà. Est-ce que l'idée, monsieur Suquet, c'est pas d'apprendre à écrire un bon projet? Parce que vous en avez, vous envoyez des projets. Franchement, dites-nous la vérité. Il y en a combien qui sont à peu près recevables parmi tous ceux que vous recevez? Parmi ceux qu'on reçoit, ils sont 100% recevables. D'accord. Oui. Ouais, parce que vous êtes plutôt en bout de course, c'est ça? Non, parce que on a un partenariat, on a une plateforme aussi d'orientation. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs sur la région. Je pense que ce qu'on peut attendre d'une puissance comme l'union patronale, c'est effectivement, je pense, cet aspect accompagnement et réseau qui est toujours amélioré et renforcé. Voilà. Très bien, merci messieurs, on peut vous applaudir tous. Et puis on va passer à la dernière partie, et non des moindres, de notre soirée. Alors on va certainement découvrir, voilà encore, des annonces business. Merci messieurs, vous pouvez rejoindre vos rangs. Et puis, avant de passer à la troisième partie de notre soirée, il faut quand même qu'on vous dise que ce soir, c'est quand même une assemblée générale de l'UPE 13. Donc il y a un peu de formalisme statutaire à respecter. Et pour ça, on va appeler tout de suite le trésorier de l'UPE 13, que je vous demande d'applaudir, monsieur Jacques Bruyère. Il arrive. Oui, parce que vous avez voté. On va découvrir un petit peu les
les résultats de ce vote. Voilà, vous allez prendre un micro. Voilà. Bonsoir Thierry, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà. Donc, les résultats du vote, 98,80% des suffrages, le rapport moral est approuvé. Voilà, donc vous avez ici... Applaudissements, mesdames, messieurs, voilà. S'il vous plaît. Ça fait un peu nord-coréen quand même, hein, Kim Jong-il. Non, mais vous n'avez pas beaucoup d'opposition quand même. Hein. Non, mais c'est remarquable. Ça veut dire qu'il y a une adhésion totale, quasiment, à toutes les manifestations, toutes les actions et à tout ce que réalise le PE13 de la part de ses adhérents. Et je voudrais remercier les adhérents sincèrement. Voilà, très bien. Donc je vous laisse lire les chiffres. Effectivement, je ne veux pas faire la litanie des résolutions qui ont été votées, mais merci encore à tous pour ces excellents résultats. Voilà. Alors il y a autre chose qui vient peut-être expliquer tout ça, c'est le nombre d'adhérents. On va peut-être le découvrir. Vous êtes en progression importante, je crois. Alors, avant de parler de progression des adhérents directs, je voudrais simplement rappeler ce qu'est l'UPE13. Donc des chiffres ont été évoqués déjà par les interlocuteurs précédents. Nous sommes 10 500 adhérents aujourd'hui environ. Donc ces adhérents représentent à peu près 50% de l'emploi salarié privé du département. Ils représentent également, alors on a parlé de tranches d'entreprises à moins de 50 salariés, moins de 10 salariés, moins de 20 salariés. Donc moi j'ai fait la fourchette, la coupure à 20 salariés et on représente 85% des entreprises de moins de 20 salariés. Voilà. On nous dit que c'est la première union patronale, union pour les entreprises de France, vrai ou faux? C'est la première ou la seconde. Il y en a une qui est très puissante, que nous sommes allés visiter d'ailleurs avec plusieurs membres du bureau au mois de mai. C'est le MEDEF Lille Métropole, Nord-Pas-de-Calais et Lille. Voilà. En nombre d'adhérents En nombre d'adhérents, ils sont à peu près équivalents à nous, oui, à peu près, tout à fait. Donc, nos adhérents, c'est quoi? Donc, nos adhérents, il y a d'abord les fédérations, 110 fédérations groupements professionnels. Il y a 40 pôles d'activités et associations d'entreprises et ce qui est affiché ici sur le slide. Donc, non, ce n'est pas affiché. Il y a 2800 adhérents directs aujourd'hui, en intégrant les 17% de hausse qui ont été réalisés en 2010. Et nous souhaitons et nous mobilisons tous nos permanents pour avoir une croissance de 20% des adhérents directs en 2011. Voilà. Donc, vous allez être très riche, une union patronale très riche, monsieur Brière, c'est ça? Non, le mot n'est pas juste parce que il faut savoir que l'UPE13 est financé à 100% par la cotisation de ses adhérents. Nous n'avons aucune subvention et le grand intérêt, le grand avantage, et grâce à ça, nous sommes totalement indépendants, d'une part, et nous avons une liberté totale d'action et de pensée pour soutenir les entreprises. Merci. Bien, écoutez, voilà. on va voir que vous avez effectivement, en tout cas, une liberté d'expression importante dans le prochain plateau. On vous remercie beaucoup, merci. Monsieur Brière. Voilà, donc troisième séquence, après faire grandir les équipes, faire grandir l'entreprise par ses capitaux, on va essayer de voir comment l'entreprise peut grandir aussi avec son territoire. Donc comment faire grandir l'entreprise par son territoire entre ses vieux démons et ses grands projets. Eh bien, on va voir quel est l'avenir de ce territoire Marseille-Provence. Je vous demande d'accueillir notre grand témoin de ce soir, Monsieur Franz-Olivier Gisberg, directeur du journal Le Point. À ses côtés, pour débattre, Jacques Pfister, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Je crois d'ailleurs que depuis ce matin, il faut dire la CCI métropolitaine Marseille-Provence. Ça ne doit pas être neutre comme changement d'appellation, il nous en parlera. Monsieur Georges Azouz, qui est président de Costa France et qui va nous amener à peu près, je crois, cette année, 500 000 croisiéristes ici à Marseille. On va accueillir aussi monsieur Pierre Chapsal, qui est spécialiste en marketing territorial du cabinet Horizon Public. Vous pouvez l'applaudir. Et bien sûr Jean-Luc Chauvin, qui nous rejoint pour débattre sur ces questions qui vont certainement vous passionner. Alors, Marseille côté obscur contre Marseille-Provence des Lumières. Qui va l'emporter? Un territoire, vous le savez, confronté à un certain nombre d'archaïsmes, peut-être aussi à des blocages qui nous font douter de ses chances. On va revenir en images sur les moments noirs de Marseille-Provence.
avec ces images de la mobilisation à Marseille. Vous le voyez, le cortège est impressionnant, 200 000 personnes selon les syndicats, 27 000 selon la police. C'est la manifestation la plus importante depuis le début de l'année contre la réforme des retraites. Justement, quelles sont les conséquences d'abord à court terme de ce mouvement ? À court terme, ne serait-ce que ce week-end, c'est plus d'1 million d'euros qui ont été perdus pour les commerçants et les entreprises qui font du tourisme à Marseille, avec les croisiéristes qui n'ont pas pu débarquer. Au niveau des trafics de marchandises, c'est des tas d'entreprises qui ne sont pas livrées, qui ne peuvent plus faire travailler leurs équipes, qui mettent en chômage technique ou qui sont au bord du dépôt de bilan. Le shopping du samedi s'est fait dans un hypercentre encombré. Rue Saint-Ferréol, des touristes hollandais n'en reviennent pas. C'est notre première fois à Marseille, mais c'est le bazar. Et ça ne sent pas bon. Dans la vie, cet homme penché qui ramasse les détritus à la main est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Ce matin, il était bois. C'est un vrai métier, hein. Avec d'autres commerçants, il a décidé de se retrousser les manches pour déblayer les rues jonchées d'ordures. Pour ce ramassage parallèle, ils ont loué 16 camions et embauché une trentaine d'intérimaires. Une opération éclair. Pour certains commerces, c'est dramatique. L'ensemble des commerces de Marseille et région, aujourd'hui, c'est moins de 40%. En réalité, depuis 30 ans, chaque fois que la CGT veut gagner quelque chose sur le port, elle le met en grève le pétrole, et en mettant en grève le pétrole, elle fait plier l'État. Marseille, épinglé par un rapport incendiaire de la Cour des comptes. D'après ce document, les dockers y bénéficient de conditions très privilégiées, notamment à cause de la situation hégémonique de la CGT. L'activité du port est actuellement perturbée depuis 3 semaines par une grève. Olivier Sibyl, Henri-Paul Amar. Avec ses 10 000 hectares, sa position stratégique sur la route de l'Asie, le port de Marseille dispose de nombreux atouts. Pourtant, selon la Cour des comptes, la situation est inquiétante. Fiabilité insuffisante, activité minée par les grèves à répétition et surtout une productivité très faible. Les portiqueurs, les conducteurs de ces immenses grues, ne travaillent que 3h30 par jour, 14 heures par semaine, pour une rémunération entre 3 500 et 4 500 euros net. Résultat, depuis des années, Marseille ne cesse de perdre des parts de marché. Pour le trafic conteneur, il n'est plus que le 5e port européen, loin, très loin derrière Rotterdam, Anvers, Hambourg et Amsterdam. De son côté, la CGT, principal syndicat, a réagi par un simple communiqué. Elle y dénonce une manœuvre gouvernementale pour discréditer la grève sur les retraites qui paralyse le port depuis 3 semaines. Pour la mairie de Marseille, il y a un coupable principal. Pour moi, la CGT, c'est le cancer qui tue progressivement le port de Marseille. Voilà, pour l'instant, une croix rouge sur le mot grandir. François-Olivier Gisberg, vous remarquez que dans notre film, on parle ni des 40 ou 50 morts par balle depuis 1 an à Marseille, ni non plus des affaires politico-judiciaires qui ont défrayé la chronique. Vous avez d'ailleurs consacré 4 pages encore dans le point de cette semaine à l'affaire... c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. À l'affaire Guérini. Est-ce que, en revanche, vous aimez bien cette ville, c'est vrai, vous y habitez, je crois, très très régulièrement, vous y avez des attaches familiales. Est-ce qu'un jour, on pourra parler de ce territoire sans parler des blocages sociaux, sans parler des faits divers sanglants, et sans parler des affaires de marché public truqués? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une espèce de fatalisme dans cette ville ou pas? Non, il n'y a aucun fatalisme. D'ailleurs, de toute façon, si on regarde bien les dernières années, les 15-20 dernières années, les 20 dernières années, d'ailleurs ça commence avec Vigouroux, il y a une période de grand optimisme qui a soufflé sur Marseille à travers des grands projets comme Euro-Méditerranée. Puis on voit aujourd'hui ce qui se passe avec les croisières. La Méozouz nous en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire la perspective d'avoir déjà aujourd'hui 700 000 croisiéristes et demain 1 million qui dépensent à peu près en moyenne par passager 130 euros par jour. C'est extraordinaire. Jacques Pfister, il en veut même 3 millions de croisiéristes. Oui, il en veut 3, bah, très bien. Mais alors, je pense que le vrai problème de Marseille, c'est peut-être aujourd'hui, on le voit, c'est le clientélisme. C'est-à-dire, si vous fermez les yeux, moi, qu'est-ce que j'aime à Marseille, c'est évidemment le vieux port, la Joliette, que j'oublie jamais, je trouve ça magnifique. Le passé, Jean-Claude Gaudin qui est là. Enfin, tout, voilà. Non, mais j'aime Marseille, moi. J'aime vraiment Marseille. Il y a un seul problème que je déteste à Marseille, et ça, on voit, parce que ça a gangréné jusque dans les élites, c'est l'incivisme. L'incivisme, ça commence d'ailleurs quand vous arrivez au tunnel, c'est le seul endroit. Moi, je fais très attention parce qu'il me reste quelques points.
et je roule donc à 50 à l'heure, je mets le limitateur de vitesse, et il y a des gens qui klaxonnent derrière, enfin qui me rentrent dedans, qui me prennent pour un fou parce que je suis à 50 à l'heure. Enfin, personne n'est à 50 à l'heure dans le tunnel, alors que c'est 50 à l'heure. Ça commence avec les papiers qu'on reçoit dans la gueule. Vous savez, des gens très bien, il y en a peut-être ici dans la salle, comme ça, ils jettent les trucs de la voiture. Il y a un incivisme quand même, je dirais, dans toutes les couches de la société qui est très fort.